Bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais juste aborder la question qui n'est peut-être pas tout à fait bien connue de la relativité du concept de particules. Parce que bien sûr, tous les physiciens et tous les étudiants en physique savent que l'espace et le temps sont relatifs, que deux observateurs ne seront pas en accord sur le temps et les distances qui séparent deux événements, simplement parce que bien sûr, la transformation de Lorentz qui relie les référentiels inertiels va conduire à une contraction des longueurs et une dilatation du temps. En revanche, ce que moins d'étudiants et même de physiciens d'ailleurs savent, c'est que dans une certaine mesure qu'on va tenter d'expliciter, le concept même de particules est relatif. C'est-à-dire la question de savoir combien y a-t-il d'électrons ou de photons dans un petit volume d'air ici n'est pas tout à fait indépendante du point de vue. Et ça, c'est quelque chose que je crois être très révolutionnaire finalement et qui n'a pas encore véritablement diffusé l'inconscient collectif, fût-il celui des praticiens de la physique. Alors je voudrais également qu'on profite de cela pour faire une petite introduction très rapide et très lacunaire à la théorie quantique des champs en espace courbe et que finalement l'idée de relativité du concept de l'existence ou de l'inexistence d'une particule ne soit qu'une valeur ajoutée à comprendre un peu comment s'écrit la théorie des champs dès lors qu'on relâche un peu la contrainte des symétries de l'espace de Minkowski de la relativité restreinte. Alors je fais d'abord un petit rappel élémentaire de théorie quantique des champs et ensuite on va s'amuser à mettre un peu de courbure pour voir ce que ça donne. Donc je suis désolé, le tableau est très dense, mais j'ai voulu tout écrire pour gagner du temps. Mais vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien de pénible dans tout ça, j'espère. Donc on va commencer par le Lagrangien de Klein-Gordon. Donc ça c'est la densité lagrangienne qui, lorsqu'on la varie, conduit à l'équation bien connue de l'évolution du champ de Klein-Gordon. Et je pense qu'il faut que vous ayez en tête dès maintenant, n'est-ce pas, que la théorie quantique des champs, fondamentalement, ce n'est qu'un cas particulier de mécanique quantique. Ce n'est pas quelque chose de plus compliqué, c'est un cas spécial de système quantique où l'objet qu'on va quantifier est un champ. C'est rien de plus que ça, finalement. L'arrivée, si vous voulez, de quelque chose d'un peu intéressant et d'un peu inhabituel et de peut-être plus subtil, c'est que typiquement, dans le cas d'un oscillateur harmonique, on a à spécifier deux coordonnées, disons x et p. Ce qui va se passer avec un champ, c'est que maintenant, on va devoir spécifier la configuration du champ dans tout l'espace. Donc au lieu d'avoir deux nombres à donner pour que l'état du système soit connu, on a maintenant une infinité de nombres qui correspondent aux valeurs du champ dans tout l'espace à spécifier. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va passer en quelque sorte d'un espace vectoriel de dimension finie à un espace vectoriel de dimension infinie. Et ça c'est quelque chose de relativement non trivial. Et ce que je crois essentiel, c'est que vous ne reproduisiez pas la confusion que j'ai assez souvent constatée, à savoir de croire que le champ est la fonction d'onde. On est bien d'accord, ça n'a rien à voir. S'il fallait faire une analogie, le champ, si vous voulez, ça serait l'équivalent d'un système de coordonnées en quelque sorte. Phi, c'est ce qui remplace x quand on passe d'une théorie classique à une théorie de champ. On peut tout à fait définir une fonction d'onde, on aurait en quelque sorte une fonctionnelle d'onde, psi de phi de x, qui serait associée à l'amplitude de trouver le champ dans une configuration donnée. Le champ n'a rien à voir avec la fonction d'onde. La fonction d'onde serait dans une représentation de Schrödinger, même si vous vous en doutez, on va plutôt choisir une représentation de Heisenberg, qui est beaucoup plus commode pour quantifier le système, mais dans une représentation de Schrödinger, le champ serait l'argument de la fonction d'onde, sachant que le champ est lui-même évidemment fonction des coordonnées. Donc commençons avec la densité lagrangienne de Klein-Gordon. On peut à partir de celle-ci définir un moment conjugué. Le moment c'est la dérivée partielle de la densité lagrangienne par rapport à la dérivée temporelle du champ. Et gardez en tête que quand on fait ça, on se meut vers le formalisme hamiltonien. Et le formalisme hamiltonien, il a ceci de spécifique qu'il va, pourrait-on dire, explicitement briser l'invariance de Lorentz, puisqu'on va faire une distinction, un splitting de l'espace et du temps. Mais évidemment, si on travaille proprement, le système demeure covariant, d'accord ? C'est pas parce que, un peu comme les équations de Maxwell, quand on écrit rotationnel de E, rotationnel de B, divergence de E, divergence de B, ce n'est pas explicitement covariant. Mais bien sûr, ça demeure réellement covariant. Donc c'est un peu la même chose, mais c'est compliqué parce que le formalisme hamiltonien, qui est très bien adapté à la quantification, n'est pas très bien adapté à une pensée relativiste.
Donc il va falloir faire attention entre la contrainte de relativité restreinte, puisqu'on fait une théorie de champ quantique, et d'autre part la contrainte de quantification canonique qui va, elle, imposer en quelque sorte cette séparation des variables espace et temps. Alors la différence essentielle avec l'oscillateur harmonique, vous le savez, c'est que l'oscillateur harmonique fondamentalement conduit à une solution indépendante. Quand on combine deux solutions, elles ont la même énergie, d'accord, la même fréquence, et donc fondamentalement ce qui va simplement se passer, c'est une variation de phase et d'amplitude. Alors qu'ici, on va avoir finalement une infinité de solutions qui vont être paramétrées par le vecteur d'onde K. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui va fondamentalement distinguer l'approche classique de type oscillateur harmonique de l'approche théorie de champ. Donc concrètement, on connaît une base, un ensemble de solutions de l'équation de Klein-Gordon qui forment une base de l'ensemble des solutions, et ce sont bien sûr les ondes planes. Donc on va naturellement utiliser les ondes planes comme étant les modes de base, puisqu'ils sont intrinsèquement liés aux symétries de l'espace de Minkowski. Donc on écrit les ondes planes sous la forme habituelle, avec la relation ω2 égale K2 plus M2. Ne perdez pas dans votre mémoire le fait que la connaissance du vecteur d'onde ne spécifie la fréquence qu'au signe près. C'est quelque chose qui ne sera pas un détail par la suite. Alors on va vouloir bien sûr calculer des amplitudes, donc il faut définir un produit scalaire. Donc je prends cette définition du produit scalaire, le produit de φ1 φ2 est égal à moins i fois l'intégrale sur une hypersurface spatiale de φ1 fois la dérivée de φ2 star, moins φ2 star fois la dérivée de φ1, le tout intégré sur dn-1x. Alors, ce qui est important dans ce produit scalaire, et je ne le fais pas maintenant parce que c'est un peu technique et c'est pas folichon du point de vue du sens physique, c'est évidemment de montrer qu'il est indépendant de l'hypersurface spatiale. Et c'est bel et bien le cas. Alors on peut calculer le produit scalaire de deux ondes planes, ce que je fais ici, donc c'est très facile à faire, puisque là on connaît l'expression exacte de φ1 et de φ2, donc là j'écris le K1 mu x mu, où finalement cette sommation sur l'indice répété mu va prendre cette forme-là, et comme j'ai une dérivée temporelle ici, ça fait sortir un oméga, j'ai une dérivée temporelle ici, ça fait sortir un oméga, donc ça explique le oméga 1 plus oméga 2 qu'on a ici, et puis je sors de l'intégrale la partie qui ne dépend que du temps. Et il me reste simplement l'intégrale de la partie spatiale, donc exponentielle i, k1 moins k2 scalaire x, que j'intègre. Donc ça, c'est le produit scalaire, et vous voyez tout de suite que les ondes sont bel et bien orthogonales, puisque cet objet-là, ça va me faire un delta, distribution de Dirac, delta de k1 moins k2. Donc vous voyez que dès que les vecteurs d'onde sont différents, ça me fait quelque chose qui est égal à 0, donc je vais en fait définir ainsi une base orthonormale, normale sous réserve que je définisse bien les modes, c'est-à-dire que je les normalise. Voilà, vous voyez immédiatement que j'ai un 2 oméga qui apparaît quand je fais le produit scalaire d'un mode avec lui-même, et puis j'ai un 2pi puissance L-1 qui vient de la fonction de Dirac, d'accord? Donc je vais normaliser les modes en divisant par racine de 2pi L-1 2 oméga, et cet ensemble de modes-là va définir la base orthonormale sur laquelle, bien sûr, on va ensuite développer les solutions générales de l'équation de Klein-Gordon. Donc une fois de plus, attention, K ne détermine oméga qu'au signe près. Alors ça c'est important parce que on va à ce stade décider que oméga est positif, ce qui est illicite, on perd des solutions, mais on va décider que oméga est positif et en fait on va compléter la base en rajoutant les modes complexes conjugués. Donc au lieu d'avoir simplement les fonctions ici définies comme vecteurs sur lesquels développer le champ, je vais rajouter tous les complexes conjugués, ce qui évidemment va me faire l'équivalent d'un terme en moins oméga, puisque j'ai un i qui est devant le oméga qui va changer de signe. Alors attention, vous pourriez aussi vous dire que ça va changer le signe sur k, mais c'est pas grave, parce que k est dès le départ défini de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Donc on n'a pas de problème de surcomplétude en quelque sorte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les modes de fréquence positive et négative suivant le signe du terme qui multiplie i dans les valeurs propres qui apparaissent dans la dérivation temporelle. Donc concrètement, le dtfk égale moins i oméga fk, on appelle ça fréquence positive, parce que j'ai un moins i oméga comme valeur propre. Et le dt fk star égale plus i oméga fk star, on appelle ça fréquence négative, parce que j'ai un plus i oméga. Alors attention, pour des raisons sémantiques historiques, on appelle fréquence positive quand il y a un moins i, et fréquence négative quand il y a un plus i.
Et doublement attention, parce qu'en fait, même quand on parle de fréquence négative, en fait la fréquence est positive. Hein. On impose oméga égale 0, et ce qu'on appelle fréquence positive ou négative, c'est simplement le signe, d'accord, de la valeur propre qui intervient par rapport à l'opérateur de dérivation. Okay, donc ça c'est important, parce que ça va jouer un rôle fondamental par la suite. J'ai donc maintenant ma base, qui est constituée des modes Fk et Fk star, en imposant oméga toujours positif, et avec les fréquences positives qui sont associées à Fk et les fréquences négatives qui sont associées à Fk star, parce qu'elles n'ont pas le même signe de valeur propre quand on applique les dérivées temporelles. À ce stade, il me reste à quantifier le système. Donc évidemment, on va faire une procédure de quantification canonique associée à la représentation de Heisenberg que j'ai choisi ici. Donc ça, vous connaissez par cœur la technique. Hein. On va promouvoir les champs au rang d'opérateurs et on va imposer des relations de commutation que j'ai rappelées ici. Donc phi égale, le commutateur phi égale 0 au même temps et en des lieux différents. Le commutateur pi égale 0 dans les mêmes conditions. Et le commutateur phi est égal à i delta de x moins x'. Alors ça, évidemment, ça n'a rien de magique. Hein. Ce que vous voyez ici, fondamentalement encodé dans ces relations de commutation, c'est juste la causalité. Ce qu'on écrit là, c'est que, évidemment, les opérateurs commutent partout lorsque l'intervalle qui sépare les points d'évaluation est de type espace. S'il n'y a pas de causalité, évidemment, ça commute. Le seul cas où ça peut ne pas commuter, c'est quand x égale x', c'est-à-dire quand vous évaluez le commutateur du champ et de son moment conjugué au même endroit. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à ce stade, écrire le développement du champ sur la base que nous avons évoquée tout à l'heure. Donc on va écrire que phi chapeau, puisque c'est maintenant un opérateur, c'est l'intégrale de dn-1k ak fk plus ak croix fk star. D'accord ? Donc là, j'ai simplement écrit le même développement. Maintenant, ce sont des opérateurs, puisque j'ai effectué ma promotion. Et après un peu d'algèbre qui est simple, hein, probablement vous l'avez déjà fait, eh bien on peut montrer que les opérateurs A et A croix qui apparaissent ici dans le développement vérifient ces relations de commutation-là. Donc c'est intéressant parce que les relations de commutation, on les impose sur le champ, mais on trouve finalement que les opérateurs vérifient les mêmes relations de commutation. Attention, il y a des facteurs I qui traînent là. Et ça a un sens physique. Parce que là, vous reconnaissez les relations de commutation qui, comme vous l'avez appris dans vos jeunes années, définissent en réalité les opérateurs création et annihilation qu'on découvre lorsque l'on étudie l'oscillateur harmonique. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous comprenez que ces opérateurs A et A croix, c'est pas n'importe quoi. C'est pas des opérateurs nouveaux qui sont à l'origine d'une signification physique à réinventer. Ce sont les opérateurs que vous connaissez bien et qui sont associés à la création des particules telles que vous l'avez appris en licence. Autrement dit, on peut définir un vide, ça sera l'état qui sera annihilé par tous les AK quel que soit K. On peut obtenir un état à nk particules, il suffit d'appliquer nk fois l'opérateur AK sur le vide, puis là je normalise par le 1 sur racine de factoriel K pour avoir la bonne unité, enfin, la normalisation. Et puis je peux définir un opérateur nombre de particules, qui est le nk égale ak croix ak, exactement comme vous avez eu l'habitude de le faire pour l'oscillateur harmonique. Donc vous voyez, tout va bien, on est en terrain connu. À ce stade, on peut définir ce qu'on appelle l'espace de Fock. Alors faites attention, moi j'aime pas qu'on appelle ça l'espace de Fock, en fait c'est l'espace de Hilbert de la théorie. Hein. C'est toujours le même espace de Hilbert, on n'invente pas un nouvel espace. Ce qu'on appelle l'espace de Fock, c'est simplement une base particulière de l'espace de Hilbert qui est inchangée. Donc appelons ça plutôt la base de Fock. La base de Fock qui est donc celle dans laquelle l'interprétation en termes de nombre de particules se fait de façon aisée. Et on va se poser une question reliée à la problématique qu'on s'est donnée aujourd'hui, qui est de se demander comment le nombre de particules ou l'état du vide est changé pour deux observateurs qui sont en mouvement rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre. Autrement dit, comment est-ce qu'un boost, une transformation de Lorentz, va affecter le vide de mon champ quantique ou le nombre de particules associées à ce champ quantique quand je pense du point de vue de la base de Fock. Donc c'est très simple, je définis une vitesse, v égale dx sur dt,
J'écris la transformation de Lorentz, donc en l'occurrence les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles, et puis je vais simplement regarder la dérivée temporelle de fk. Donc j'écris que le dt' dans le nouveau système, hein, le dt' de fk, c'est dx mu sur dt' fois dfk sur dx mu. D'accord? Ça c'est la définition évidente du changement de coordonnées. Okay, mais ce dx mu sur dt', c'est la transformation de Lorentz. C'est ce que j'ai écrit là. Donc j'ai qu'à remplacer. Vous voyez que pour mu égale 0, bah, ça fait dt sur dt', autrement dit ça se lit ici. Et puis pour mu égale 1 de 3, eh bien ça fait dx sur dx', etc., etc. Et donc en fait, ce terme-là, c'est simplement égal à gamma fois, donc le gamma, hein, c'est le dt sur dt', il est ici, il apparaît là, plus le i oméga, ça vient simplement de la dérivée temporelle du mode, plus ici j'ai le gamma v qui vient du terme dx1 sur dx'1, et puis j'ai le ik qui vient de la dérivée spatiale. D'accord? Donc j'ai exactement cette expression-là, que je peux écrire moins i oméga prime fk, avec oméga prime égale gamma oméga moins gamma v scalaire k. Et donc, tout va bien. Regardez la manière dont ça se comporte. Ça veut simplement dire que ici, tout se passe exactement comme dans le référentiel initial, mais avec une fréquence qui est la fréquence boostée, avec une énergie qui est l'énergie boostée. Autrement dit, là, on est en train de se dire que tout est exactement en accord avec l'intuition, au sens où un observateur en mouvement rectiligne uniforme, par rapport au référentiel inertiel de base, voit en fait exactement le même nombre de particules, voit en fait exactement le même vide, simplement, les particules sont observées avec des moments qui sont transformés, qui sont variés par transformation de Lorentz. C'est exactement en accord avec la réponse intuitive que nous aurions tous fait. Donc à ce stade, tout va bien, ça se passe exactement comme prévu. Alors je fais une petite remarque en passant que je n'ai pas le temps de développer, enfin que je décide de ne pas développer aujourd'hui, qui est le fait que tout ça se passe de cette manière-là, parce qu'en fait, dans l'espace de Minkowski, il existe un vecteur de Killing de type temps. Ça, c'est la raison fondamentale. Donc ce qu'on appelle un vecteur de Killing, c'est simplement un vecteur qui est solution de cette équation d mu k nu moins d nu k mu où d la dérivée covariante égale 0. En un mot, les vecteurs de Killing, ce sont les objets qui permettent en quelque sorte de rechercher les invariances de la métrique en relativité générale. Quand on cherche quelles sont les symétries de la métrique, quelles sont les déformations qui laissent la géométrie inchangée, eh bien la solution à cette question, c'est le champ de Killing, qui est lui-même solution de cette équation. Donc en gros, ça veut dire que si vous déplacez chaque point d'un objet de la même longueur dans la direction du champ de Killing, vous n'avez pas changé la géométrie de cet objet. Bon, ça c'est une remarque en passant et sans démonstration. Donc maintenant, revenons à la densité lagrangienne. Donc là, je reprends la formule ici, hein, mais je l'écris explicitement dans la métrique de Minkowski. D'accord? Donc c'est trivial, hein, évidemment, le état mu est purement diagonal, avec le premier terme qui vaut ça, et puis les trois termes suivants qui valent ça. Donc j'ai le 1,5 de phi point carré, puisque ici j'ai la dérivée temporelle de phi, et puis après j'ai le nabla phi carré moins le m de phi 2. D'accord? Donc ça c'est uniquement la réécriture de ceci en explicitant le état nu minkowskien, et je calcule le moment conjugué. Donc le moment conjugué, c'est la dérivée du Lagrangien par rapport à des 0 phi. En l'occurrence, des 0 phi, c'est phi point, et dl sur des phi points, il suffit de regarder. Si vous dérivez ça par rapport à phi point, ça fait phi point. Donc j'ai calculé le moment conjugué. L'intérêt de ça, c'est que maintenant, je vais pouvoir écrire l'hamiltonien. Vous savez que pour une quantification, l'hamiltonien, c'est quand même pas tout à fait inintéressant. Donc l'hamiltonien, je l'écris par transformation de Legendre, comme vous avez appris en mécanique analytique, hein, H égale PQ point moins L, d'accord? Et ce PQ point moins L, il suffit de remplacer. Donc en l'occurrence, PQ point ici, ça fait pi phi point, mais pi, on vient de le dire, c'est égal à phi point, donc ça fait phi point carré moins ça. Donc là, je vais avoir un phi point carré moins 1/2 de phi point carré, donc ça fait plus 1/2 de phi point carré, et là j'ai simplement les termes qui ont changé de signe. D'accord? Donc j'ai bien calculé mon hamiltonien, et ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est écrire l'hamiltonien total, intégral de la densité hamiltonienne, le voici, et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer dans cet hamiltonien le champ par son développement sur les fréquences de base. Donc je remplace le champ que je promeux maintenant en rang d'opérateur, phi chapeau, par son intégrale de AK FK plus A croix FK star. D'accord? Il manque une étoile ici. Ok? Donc je fais ça, je remplace dans le hamiltonien, et là, pour ne pas vous mentir, ça prend une dizaine de lignes d'algèbre. C'est absolument pas compliqué, c'est juste un peu chiant. Donc j'ai zappé le calcul, et on arrive au résultat fort simple, H égale cette chose-là.
Donc l'hamiltonien total, c'est l'intégrale de del moins 1k, ak3 ak plus ak ak3 fois oméga. Ça, on peut le simplifier, c'est la petite astuce dont vous avez l'habitude. J'écris quoi que ak ak3 moins a3 ak égale delta de 0. Vous voyez pourquoi je fais ça, hein, parce que ça va me permettre d'exprimer ici un des termes en fonction de l'autre. Donc je vais dire simplement que ce terme-là, il est égal à delta de 0 moins l'autre. D'accord? Je remplace ici, et donc là, il me reste un ak croix qui est égal à l'opérateur nombre de particules. Donc je remplace ça par ça, et puis comme l'autre a été absorbé par cette relation-là, il me reste juste un demi de delta de 0. D'accord? Alors bon, ça mérite quand même quelques petits commentaires cette affaire. Parce que là, je me retrouve avec une fonction de Dirac dans l'hamiltonien et un hamiltonien qui a quand même la mauvaise idée d'être affreusement divergent. Voilà. Il y a pas mal d'infinis qui se retrouvent là-dedans. Regardez, d'abord j'intègre sur un volume infini, j'intègre jusqu'à des fréquences infinies, et puis j'ai un delta de 0 qui est infini. Ça fait quand même beaucoup de problèmes. Alors on peut régulariser ça par la technique habituelle, c'est-à-dire que je remplace mon intégrale par une somme, et ici je fais apparaître un volume fiduciel. Donc le volume fiduciel, je peux lui donner une taille finie, donc ça c'est pas vraiment un problème. Le problème c'est plutôt celui des hautes fréquences, hein. Le problème c'est la catastrophe ou la divergence ultraviolette. Alors ça, on peut évidemment le régulariser en introduisant un cutoff, parce que la théorie n'est vraisemblablement pas valable jusqu'à k égale infini, mais il reste quand même un peu le problème du delta. Donc ça, vous savez bien que ça se résout par cette vénérable technique de théorie des champs qu'on appelle la renormalisation. Quand on y pense, c'est pas si bizarre, hein, la renormalisation. La renormalisation, ça veut simplement dire que ce qui a un sens, ce sont des différences en réalité. Donc il n'est pas illégitime de soustraire une quantité infinie. Quand on y réfléchit, ça fait même quelque part, ça relève d'une logique assez élémentaire. Donc la question, c'est pas tellement de ramener une valeur infinie à une valeur finie. La question problématique est pourquoi cette valeur finie est-elle si petite? Parce que si on assimile ces fluctuations de point zéro, parce que ça vous avez compris, hein, c'est l'équivalent en théorie des champs de l'énergie de point zéro de l'oscillateur harmonique que vous avez appris précédemment. Et donc si on assimile ça à la constante cosmologique, qui vous le savez correspond dans les équations d'Einstein au terme qui est résiduel même si le tenseur stress-énergie égale à 0, alors la valeur observée étant très petite, il faut comprendre pourquoi cette valeur immense et même infinie est renormalisée à une valeur quasi nulle. Et non pas à l'échelle de Planck par exemple, qui serait l'échelle d'énergie typique du problème. Donc ça c'est une question immense, extrêmement débattue autour de ce qu'on appelle l'énergie noire. Je ne veux pas en parler aujourd'hui, il y a des écoles de pensée très intéressantes qui s'affrontent autour de ce problème, mais je voudrais vraiment rester sur notre question de les particules sont-elles relatives. Donc je ne vais pas plus loin aujourd'hui sur cette remarque. À partir de maintenant, on va commencer à réfléchir en espace courbe. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était des rappels en espace plat, des choses que normalement vous connaissez bien en réalité. Ok? À partir de maintenant, on met de la courbure. Alors je ne vous fais pas l'offense de vous rappeler ce que c'est que la relativité générale de base, hein, puisque normalement vous le savez, peut-être juste en 3 phrases. Vous avez compris la démarche. On a la métrique de Minkowski, le principe d'équivalence nous montre que le champ gravitationnel est équivalent à l'absence de champ gravitationnel, mais un référentiel uniformément accéléré. Donc, comme il y a accélération, l'intervalle ne garde pas la même valeur, le ds carré n'est plus égal à dt2 moins dx2 moins dy2 moins dz2. Les coefficients du ds carré général qui apparaît maintenant, on les appelle g menu. Donc le tenseur métrique, ce n'est rien d'autre que la généralisation du théorème de Pythagore avec le nouvel intervalle. Donc, on a évidemment une apparition de courbure. Et les deux questions qu'on se pose en physique, c'est 1. Comment s'écrit la science en espace courbe? 2. Comment la masse crée-t-elle la courbure? Donc à la question comment s'écrit la physique en espace courbe, évidemment, la réponse est le principe de covariance généralisée, qui nous dit les équations tensorielles restent justes. Mais les équations tensorielles, encore faut-il les connaître au sens d'un tenseur correct en relativité générale. C'est-à-dire pas seulement tensoriel du point de vue des boosts, mais aussi tensoriel du point de vue des changements non linéaires de coordonnées. Et ça c'est compliqué pour une raison évidente qui est que la dérivée d'un tenseur ne forme pas un tenseur, dès lors qu'on a des transformations qui ne sont pas des transformations de Lorentz. Et c'est la raison pour laquelle il faut introduire une nouvelle dérivée qui, comme vous le savez, se nomme la dérivée covariante et qui se construit à partir de la dérivée partielle et du symbole de Christoffel ou coefficient de connexion qui lui-même s'exprime en fonction des dérivées de la métrique.
Et ce que me stipule le principe fondamental, c'est que pour trouver une équation qui est valable en espace courbe, je dois remplacer les dérivées par des dérivées covariantes. Ce qu'on peut résumer à on remplace les virgules par des points-virgules. Vous savez qu'on appelle la dérivée usuelle virgule en théorie de champ et point-virgule la dérivée covariante. Ce faisant, mes variations de tenseurs restent bien des tenseurs et j'ai une équation qui est valable en espace courbe. Bon. L'autre partie de la question, c'est comment je trouve la courbure. Ça, je ne le fais pas ici, mais vous savez en gros que c'est le cœur des équations d'Einstein. Donc on construit un tenseur qui est de divergence nulle, Riemann linéaire et qui donne lieu à des équations du mouvement d'ordre 2 et essentiellement en dimension n. Il y a partie entière de n sur 2 tenseurs qui vérifie cette contrainte. Donc en dimension 4, il y a le tenseur d'Einstein et le tenseur métrique. Et donc les équations d'Einstein, c'est le tenseur d'Einstein plus le tenseur métrique avec des coefficients égale k fois le tenseur énergie-impulsion. Et on fixe les constantes de façon à retrouver les équations de Newton à la limite basse énergie. Sauf justement la constante qui est dans le tenseur métrique, ça c'est la constante cosmologique et on ne la connaît que depuis peu de temps. Bien, donc ça, excusez-moi, hein, c'était un résumé inutile je pense, mais enfin relativité générale en 2 minutes. Mais maintenant ce qu'on va faire, c'est pas ça, c'est pas du tout faire de la relativité générale, c'est simplement faire de la théorie des champs dans un espace qui est courbe. Alors attention, hein, on ne fait pas de la gravité quantique, d'accord? C'est une autre question, fascinante mais différente. Là, je ne vais pas quantifier le champ gravitationnel. Je vais simplement garder un champ gravitationnel classique mais relativiste, c'est-à-dire courbe, et dans cet espace classique au sens non quantique mais courbe, je vais effectivement procéder à l'étude de la dynamique d'un champ quantique. Donc la densité lagrangienne, elle s'écrit maintenant comme ça. Donc la seule différence avec tout à l'heure, c'est que je fais apparaître ici une dérivée covariante, d'accord, au lieu d'avoir la dérivée partielle. L'autre petite différence, c'est que j'ai mis un racine de moins g devant. Donc ça, vous savez pourquoi, hein, c'est simplement parce que le D4x n'est pas un scalaire. Voilà. Quand je fais un changement de coordonnées, il y a un jacobien qui va apparaître, donc c'est un peu embêtant, et il se trouve que le déterminant du tenseur métrique se transforme comme l'inverse du carré du jacobien. Donc le produit racine du déterminant du tenseur métrique fois D4x est bien invariant. Donc c'est la raison de la présence de ce terme. Et puis là, j'ai rajouté juste pour mémoire ce qu'on appelle des couplages non minimaux. Donc on peut avoir un terme, donc xi r de phi 2 ou r est scalaire de Ricci. Il y a des cas intéressants, hein. Par exemple, quand xi égale n-2 sur 4 n-1, on appelle ça un couplage conforme. Ça veut dire que quand on fait un rescaling local de la métrique, donc g mu nu remplacé par oméga carré de x g mu nu, c'est ce qu'on appelle une transformation conforme, eh bien la dynamique du champ est invariante. Donc il y a toute une classe de modèles qui sont très intéressantes. Il y a beaucoup de théories conformes au niveau classique, comme QCD, qui ne sont pas conformes au niveau quantique. Donc il faut faire attention, hein, la symétrie conforme est rarement entièrement respectée, mais c'est un champ d'investigation très riche en physique théorique. À partir de maintenant, je mets xi égale 0, je m'intéresse à ce qu'on appelle un champ minimalement couplé. D'accord ? Donc son couplage avec la gravité se fait uniquement par là et par cette dérivée covariante. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Essentiellement comme tout à l'heure. On va vouloir quantifier la théorie, donc on va promouvoir les choses au rang d'opérateurs et on va impliquer, ou plus exactement requérir, des relations de commutation. Donc phi-pi égale, donc les relations phi-phi et pi-pi sont les mêmes que tout à l'heure, hein, c'est égal à 0, ça commute. Et le commutateur entre phi-pi est exactement le même que tout à l'heure, avec simplement un 1 sur racine de moins g qui vient du fait qu'il y a un racine de moins g dans le pi. D'accord ? Donc à ce détail près, c'est exactement comme avant. Et on a la même équation de Klein-Gordon, sauf que maintenant le d'Alembertien est remplacé par un d'Alembertien covariant. Il me reste à définir un produit scalaire, ce que je fais ici. Donc le produit scalaire phi1, phi2, c'est l'intégrale de phi1 d mu phi2 star moins phi2 star d mu phi1, exactement comme tout à l'heure, sauf que là, j'ai une dérivée covariante, et pas simplement le dt de tout à l'heure. Et vous voyez que cette dérivée covariante, je vais la contracter ici avec n mu, où n mu est un vecteur normal orthogonal à l'hypersurface spatiale sigma. Et là, évidemment, j'ai un racine de gamma, alors pas racine de g, racine de gamma, où gamma ij est la 3 métrique induite sur l'hypersurface. D'accord ? C'est la métrique qui fait sens sur l'hypersurface, qui me permet de définir le produit scalaire. Et là encore, on peut montrer que cette chose-là est indépendante de sigma, donc tout va bien, ça a un sens physique. Si on voulait faire comme avant, il faudrait maintenant introduire un ensemble de fréquences positives et négatives. C'est très important, parce que ce qui me permet de distinguer
les opérateurs création des opérateurs annihilation, c'est justement que les uns sont multiples des fréquences positives et les autres multiples des modes de fréquences négatives. Donc savoir quand j'ai des fréquences positives et négatives, c'est ce qui me permet de savoir si les opérateurs associés sont création et annihilation. Donc c'est très important en termes d'interprétation de la théorie. Et c'est ce qu'il faudrait que je fasse à ce stade. Le problème, c'est qu'en espace courbe, je n'ai plus en général de vecteur de Killing global de type temps. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que je perds des symétries. Je n'ai plus, comme tout à l'heure, les référentiels inertiels dans l'espace de Minkowski qui définissent une classe privilégiée. Évidemment, j'ai de la courbure. Donc il n'y a pas de raison que j'ai cette classe globale de référentiels qui joue un rôle spécifique et qui me permettent de faire ma séparation temps-espace. Vous savez bien, en relativité générale, il n'y a pas de temps en quelque sorte. La symétrie fondamentale, c'est l'invariance par difféomorphisme qui fait que toutes les coordonnées jouent le même rôle. Or, la séparation du temps et de l'espace est essentielle dans la définition des ondes planes. Donc ce que je vous dis là, c'est que sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte peut-être, on a utilisé depuis toujours en théorie quantique des champs, enfin sans s'en être rendu compte, je veux dire pour vous, parce que les professionnels qui travaillent dessus le savent évidemment, ont utilisé en fait une séparation espace et temps, d'accord, qui n'a plus forcément de légitimité dès lors que je perds les symétries de l'espace de Minkowski. Et c'est exactement le cas quand il y a de la courbure. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade? Eh bien, on perd le choix d'une base particulière privilégiée. Privilégiée en ceci, d'accord, qu'elle est associée pour l'espace plat aux symétries de l'espace-temps. Donc elle était naturellement privilégiée. Ça, je le perds en espace court. Puisque là, localement, qu'est-ce que c'est que le meilleur référentiel? Donc, je le perds, mais j'ai quand même des bases. Donc, je peux quand même définir une base, disons, de mode FI, arbitraire, qui me permet de développer n'importe quelle solution sur cette base. Alors, pour des raisons pratiques, vous remarquez que de l'indice continu, je décidé en cours de route de passer un indice discret, parce que les calculs, comme vous le voyez, sont déjà un peu pénibles, donc ça vire des intégrales, mais il n'y a aucune conséquence fondamentale à ça. Donc ici, je passe d'une intégrale à un sigma parce que c'est un peu moins lourd, mais la physique est exactement la même. Donc là, j'écris mon phi comme étant une chaîne de AI FI plus AI croix FI star. Donc j'ai mes opérateurs, annihilation et création, associés au mode de fréquence positive et négative. J'impose mes relations de commutation sur phi, comme tout à l'heure, je fais un peu de calcul comme tout à l'heure, et je trouve que les relations de commutation sur les A sont exactement celles de l'oscillateur harmonique. Donc rien de nouveau. Les opérateurs A et A croix vérifient exactement les relations de commutation des opérateurs création et annihilation, comme on les a apprises pour l'oscillateur harmonique. Autrement dit, l'interprétation usuelle en termes de particules est a priori légitime. C'est ce que j'écris là. On peut définir un vide, sauf que maintenant le vide, je l'appelle plus 0 tout court, mais je l'appelle 0F, pour bien spécifier que c'est le vide associé au choix de mode F constituant la base que je singularise dans cette étude. Et ce vide est bien tel que, quel que soit I, j'ai AI appliqué à 0F qui me donne 0, c'est la définition du vide. Je peux définir ma base de Fock, je peux définir les états à n particules, et je peux définir mon opérateur, nombre de particules. Exactement comme tout à l'heure. Le problème, c'est que la base F, maintenant, n'est plus ontologiquement, pourrait-on dire, privilégiée. Et donc, je vais essayer de reprendre le même raisonnement sur une autre base, et on va regarder ce que ça change. Bon, il y a de quoi être un peu perdu, quand même. Dans India Song, Marguerite Duras écrivait « Elle part. Elle cherche une indication pour se perdre. Elle ne trouve pas. » Vous voyez, nous, on a la chance de n'avoir pas besoin d'indication pour nous perdre. Parce que là, les choses commencent à devenir un peu intriquées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donc choisir une autre base. La base des modes G. Ok? Et on va décomposer phi sur cette base. Et les coefficients, au lieu de les appeler A et A dagger, je vais les appeler B et B croix. D'accord? Donc j'ai phi égale somme des BI GI plus BI croix GI star. Pourquoi? Parce que c'est pareil. C'est exactement comme tout à l'heure. Mais mes coefficients, je les ai appelés A, je les appelle B. Mes modes de base, c'est plus F, c'est G.
qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, j'applique les relations de commutation sur phi, je calcule ce que ça donne sur B, et évidemment, je retrouve les mêmes relations de commutation sur B que celles que j'avais sur A. Donc, je retrouve les relations de commutation de l'oscillateur harmonique du point de vue des opérateurs création et annihilation. Donc, les opérateurs B peuvent aussi être associés à des particules. Je peux exactement définir un nouveau vide. Au lieu de l'appeler 0, je l'appelle 0G, pour dire le vide associé au mode G, qui est annihilé par tous les opérateurs B. Et je peux définir l'opérateur nombre de particules, n chapeau, égale BI chapeau croix, BI chapeau. Le problème, c'est qu'entre cette base F et cette base G, à la différence de l'espace de Minkowski qui était très symétrique et qui singularisait cette classe de référentiel inertiel, je n'ai plus maintenant de raison évidente, naturelle, physique, de choisir entre la base des modes F et la base des modes G. Avant, si vous voulez, tout se passait bien parce que c'était lié par transformation de Lorentz. Évidemment qu'en espace plat, j'avais aussi déjà plusieurs coordonnées temps. Évidemment. Mais ces différentes coordonnées temps étaient associées au même vide et au même nombre de particules. Et ce qu'on va regarder maintenant, c'est si ça reste vrai en espace court. Alors allons-y, c'est la partie qui est un peu calculatoire, mais là, à la différence du reste, j'ai vraiment détaillé les calculs très doucement, parce que comme en fait, c'est maintenant que vient la partie nouvelle, je voudrais être sûr qu'elle est parfaitement comprise et que vous ne me croyez pas sur parole, d'accord? Donc là, je vais vraiment très doucement en détaillant pas à pas. Donc qu'est-ce que je fais? J'écris les modes G en fonction des modes F. Ce sont deux bases différentes. Je peux bien écrire les composantes des vecteurs d'une des bases sur les vecteurs de l'autre base, n'est-ce pas? Donc j'appelle alpha et j mes coefficients. Alpha et j, c'est le produit scalaire GI FI. Donc les modes G vont s'écrire somme sur J des coefficients alpha et j fois fj plus bêta et j fois fj star. Bon, les bêta fait le produit scalaire sur les composantes starées. Et puis dans l'autre sens, je peux exprimer les fonctions f en fonction des fonctions g, et j'ai fi égale somme sur j des alpha j star gj moins bêta j gj star. Ok? Donc ça, ce n'est rien d'autre que d'écrire les composantes d'une base en fonction des vecteurs de l'autre base, et les alpha et bêta sont simplement les coefficients de la matrice écrivant le changement de base, l'ensemble des produits scalaires. Donc maintenant, j'écris que le champ phi, d'accord, sur la base f, il s'écrit somme des AIFI plus AI croix FI star. C'est toujours la même décomposition qu'on a vu 10 fois depuis le départ. Mais ce que je vais faire à ce stade, c'est que je vais remplacer les FI et FI star par leur expression en fonction de GI. D'accord? Donc ici, je remplace FI par somme sur J des alpha J star GJ moins bêta J GI star, c'est là. Et le FI star qui est ici, c'est simplement l'expression qui est là, star. D'accord? Donc là, j'ai rien fait d'intéressant. Maintenant, je fais toujours rien d'intéressant, je vais simplement factoriser les termes qui ont des GJ et ceux qui ont des GJ star. Donc ici, qu'est-ce qui est facteur de GJ? J'ai ce terme-là, il est là, et j'ai ce terme-là, il est là. Donc là, j'ai tous les termes facteurs de GJ, et les termes facteurs de GJ star, j'ai celui-ci, il est là, et celui-ci, il est là. Donc j'ai simplement réécrit la formule du dessus en factorisant. Pour passer de là à là, je fais rien d'intéressant une fois de plus. Je change simplement les sommes. La somme sur I et la somme sur J, je la permute, d'accord? Et puis je réécris un peu juste l'ordre des termes pour que ce soit plus joli. Voilà. Mais de là à là, j'ai uniquement permuté les sigmas. D'accord? Vous le voyez, hein, les termes sont exactement les mêmes. Là, j'ai en facteur de GJ, j'avais le AI alpha IJ, AJ alpha IJ star, j'ai le AI alpha IJ star, le AI BJ star, AI BJ star, et ici aussi, ce terme-là est là, ce terme-là est là. Donc je n'ai rien fait. Étape suivante pour passer là, je vais simplement changer les I en J et les J en I. Ce sont des indices de sommation qui évidemment sont muets, donc c'est légitime. Donc ici, je remplace le J par un I, je remplace le I par un J. Et évidemment, de même, dans tous les termes qui interviennent dans la somme. Et j'obtiens exactement cette expression, juste regarder le premier terme. Hein. Donc somme sur J devient somme sur I devient somme sur J, le alpha J star devient alpha IJ star, le AI devient AJ, et ainsi de suite pour les autres termes. Donc c'est simplement une réécriture du point de vue de l'indice muet. Pourquoi je fais tout ça? Parce que regardez, maintenant j'ai écrit mon phi égale somme sur I de quelque chose fois GI, plus somme sur I de quelque chose fois GI star. Ça correspond exactement à la décomposition du champ
sur les modes GI avec des coefficients qu'on connaît, on les appelle BI. Donc quand je l'ai écrit comme ça, il me suffit maintenant d'identifier que ce terme-là, ces termes-là, ce sont les BI, et ces termes-là, ce sont les BI star, enfin les BI croix plutôt. D'accord? Vous êtes d'accord? J'appelle, je l'ai écrit ici, j'appelle BI et BI croix mes coefficients de décomposition de phi sur les G. D'accord? Donc là, je suis parti de F, mais après un peu de travail, j'arrive à une expression qui est une somme sur les GI. Donc ces termes-là, d'accord, je peux bien les interpréter comme étant les BI, et ceux-là, les BI croix. D'accord? Donc BI égale ça, c'est ce que je viens de dire. Hein? Le terme qui est là, c'est simplement le terme qui est là. Donc ça me permet d'écrire les BI en fonction des AJ. Ce qu'on est en train de faire là, ça s'appelle une transformation de Bogoliubov. Bogoliubov est un très grand physicien russe, et ce type de transformation est extrêmement utilisé en physique, aussi bien en cosmologie qu'en physique des trous noirs, que dans beaucoup de situations liées à la théorie des champs. Voilà. Donc là, vous voyez un exemple, exactement la construction de base de la transformation de Bogoliubov. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a presque fini de répondre à notre question. Eh bien, on va décider de se mettre, par exemple, dans le vide de F. Donc on se met dans un état physique, on prend un état physique qui n'a aucune particule du point de vue des modes F. Donc disons un état sans F particules. L'observateur lié, choisissant la base F, d'accord, voit le vide, pas de particules. Et on va se demander à combien de particules cela correspond du point de vue d'un observateur qui choisit la base G. La question est claire? Je me mets dans le vide de F et je regarde à combien de particules ça correspond pour quelqu'un qui est dans la base G. Normalement, en espace plat, si les deux bases sont liées par transformation de Lorentz, je suis toujours dans le vide. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. C'est normal. S'il n'y a pas de particules, je me déplace, il n'y a toujours pas de particules. Voyons si ça reste vrai. Donc je vais calculer quoi? La valeur moyenne dans le vide de F, donc là j'ai 0F, là j'ai 0F, de l'opérateur nombre de particules associé au mode G. C'est clair? Je prends dans le vide de F la valeur moyenne du nombre de particules du point de vue des modes G. Donc vous savez que le nombre de particules NGI, par définition, cet opérateur c'est BI croix. Ça c'est la définition de l'opérateur nombre de particules. Comme c'est du point de vue de G, là j'ai bien des B. Puisque les B sont les coefficients associés au mode G. Donc là j'ai bien des B. Donc j'ai des opérateurs B, mais qui agissent dans le vide de F. Si les opérateurs B là, agissaient dans le vide de G, ça ferait 0 bien sûr. C'est la définition du vide. Je n'aurais pas de particules dans le vide. Mais ils n'agissent pas sur le vide de G, ils agissent sur le vide de F. Donc a priori, cette expression est non triviale. C'est pour ça qu'on a travaillé. Je vais remplacer les BI par cette expression-là. Pourquoi je vais faire ça? Parce que cette expression-là exprime les BI en fonction des AI. Donc en remplaçant ici les B par cette expression-là, je vais faire intervenir les opérateurs création et annihilation qui agissent sur le vide de F. Et donc là, je pourrais le calculer. Il suffit de le faire, c'est très facile. Donc je remplace ici BI, d'accord, par cette expression-là, et je remplace ici BI croix par cette expression-là. Donc comme évidemment il y en a deux, je vais sommer sur JK, d'accord. Donc le premier terme qui est là, alpha IJ AJ croix moins bêta IJ AJ, d'accord, ça c'est simplement le BI. Et le terme qui est là, alpha IJ star AK moins bêta IK star AK croix, c'est simplement le terme BI croix. Évidemment, je n'appelle pas pareil la liste de sommation les deux fois, parce que sinon ça ne serait pas correct. Mais j'ai simplement écrit ici BI et ici BI croix en donnant un autre nom à l'indice de sommation pour l'un et l'autre. Donc j'ai une somme sur JK. Ok? Je peux sortir la somme sur JK et qu'est-ce qu'il reste à faire? Simplement à développer ce produit de 4 termes. Donc allons-y. J'ai alpha IJ, alpha IK star, il est là, fois AJ, AK, il est là. AJ croix, AK, il est là. Après j'ai ce terme-là fois celui-là, il est là. Ce terme-là fois celui-là, il est là. Et ce terme-là fois celui-là, il est là. Donc j'ai simplement ici mes 4 termes qui interviennent dans la sommation. Et là, c'est très intéressant. C'est même très beau, en fait. C'est même magnifique, en fait. Enfin, moi, je trouve. Regardez bien. Le premier terme, combien il vaut? Il vaut 0. Pourquoi il vaut 0? Parce que ici, j'ai un opérateur annihilation qui agit sur le vide. Cette fois, c'est un A qui agit sur le vide de F. Donc ça marche. Tout à l'heure, c'est un B sur le vide de F. Ça, je ne savais pas ce que ça valait. Mais là, j'ai l'opérateur annihilation qui agit sur son propre vide. Donc ça fait 0. Ici, j'ai le vide
Et l'opérateur création, dans l'autre sens, pas du côté quête, mais du côté bras, donc ça fait 0 aussi. Et ici, j'ai à nouveau l'opérateur annihilation sur le vide, donc ça fait 0 ici. D'accord? Les trois premiers termes font 0, vous êtes d'accord, hein? Annihilation sur F, le 0F sur création et annihilation sur 0F. Donc ces trois termes valent 0. Et là, le dernier, c'est pas évident parce que j'ai le A croix qui agit sur 0, et puis de l'autre côté, j'ai le 0 qui agit sur A. Donc ça, je sais pas combien ça vaut. Donc il reste somme sur JK uniquement de ce terme-là. D'accord? Donc j'ai mon bêta IJ, bêta IK star, AJ, AK, le tout en sandwich sur le bracket 0F. Ok? Bien, bah, c'est presque fini. Maintenant, je fais le petit exercice usuel. Je dis que AJAK commutateur, c'est égal à AJAK moins AK AJ et c'est égal à delta JK. D'accord? Donc, je vais remplacer le... Alors, je vais garder lequel? Je vais garder le AK croix AJ, d'accord? Et je vais... Ah oui, il manque une croix ici, c'est important quand même. Bon, hop, on va la rajouter à la main. Évidemment, hein, puisque ici j'ai l'opérateur création, donc là il y a une croix ici. Et donc je vais garder le AK croix AJ et l'autre, le AJ AK, je le remplace par delta JK moins le AK croix AJ. D'accord? Donc pour passer de là à là, j'utilise le même trick que tout à l'heure. J'obtiens cette expression. Et là ça se passe bien, pourquoi? Parce que maintenant j'ai l'opérateur d'annihilation qui agit sur le vide. Donc ça va me faire 0. Donc ce terme-là fait 0. Donc vous avez compris, puisque là j'ai le A qui agit sur le 0F. C'est bien l'opérateur annihilation qui agit sur son propre vide. Donc ce terme-là fait 0 et il ne reste plus que le delta JK. Donc ça fait la somme sur JK des bêta IJ, bêta JK star, delta JK, 0F, 0F. Ça fait 1. Delta JK est égal à 0 tout le temps, sauf quand J égale K. Donc ça sélectionne ici les valeurs de K égale J. Et donc il me reste somme sur J des bêta IJ star. Bah ça c'est simplement le module carré de bêta IJ et donc on arrive à résultat final 0F NGI 0F égale somme sur J de la somme des bêta IJ module carré. Waouh, ça fait pas 0. Ça fait pas 0. Donc ce qu'on vient de montrer là, et vous êtes d'accord que outre le fait que c'est un peu pénible à écrire, mais vous en foutez, c'est moi qui l'ai fait, c'est très simple comme raisonnement, c'est complètement élémentaire en fait. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que la valeur moyenne dans le vide de F de l'opérateur particule associé à G n'est pas 0. Ça, c'est quand même assez révolutionnaire en fait. Ça veut dire que même si vous vous placez dans le vide du point de vue d'un certain choix, le choix des modes F, vous ne serez pas dans le vide du point de vue d'un autre choix qui est le choix des modes G. Or, en espace courbe, le choix des modes de base n'est plus dicté par les symétries globales de l'espace-temps. Donc il y a une sorte d'arbitraire, pas toujours, hein, mais en général, il peut y avoir une sorte d'arbitraire dans le choix des bases, et donc une sorte d'arbitraire dans le choix des nombres d'occupation, et donc dans le nombre de particules. Alors ne vous inquiétez pas, hein, la physique reste prédictive, bien définie, etc. Parce que finalement, ce qui fait vraiment sens, c'est le champ en fait. Hein. En théorie des champs, ce qui a vraiment du sens, c'est le champ. Les particules viennent d'une interprétation particulière dans une base particulière. Mais quand même, c'est extrêmement intéressant de voir que le nombre de particules lui-même est quelque chose qui est en partie relatif, puisque je n'ai plus de choix de base privilégié, et que le nombre de particules est en fait, c'est ce qu'on vient de montrer, directement lié au choix de la base, et que le vide d'une base ne correspond pas avec le vide de l'autre base. C'est une conséquence directe de la transformation de Bogoliubov. Et la perte de la symétrie globale est une conséquence directe de la courbure a priori variable de l'espace-temps. Alors on peut se demander, oui mais un détecteur qui mesure des particules, il mesure bien une seule valeur? Oui, parce qu'un détecteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mesurer par rapport à la dérivée de son temps propre. Donc évidemment qu'un détecteur, lui, va singulariser quelque chose. Donc la question de savoir combien de particules mesure un détecteur à un endroit donné, elle est bien définie. Parce que le détecteur, lui, choisit une variable temps particulière qui est son temps propre. Donc il opère une sélection, évidemment, dans cet arbitraire. Mais ne croyez pas que ces choses-là sont purement métaphysiques. Encore que vous savez que pour moi, métaphysique, c'est tout sauf une insulte. Hein. Ce serait même plutôt le contraire. Mais enfin, aujourd'hui, on est en cours de physique. Et ça reste de la physique mesurable. Pourquoi? Par exemple, en cosmologie,
ce type de phénomène associé à la création de particules par transformation de Bogoliubov a probablement eu lieu. Par exemple, entre une phase inflationnaire et une phase sans inflation, quand vous avez une transition qui est rapide, au moins qui est rapide pour certains modes, pour les modes qui oscillent suffisamment doucement, eh bien en fait, votre champ était initialement probablement dans le vide par rapport au background de l'état initial, mais par rapport au background de l'état final, il n'est plus dans le vide. Et si vous vous intéressez aux modes pour lesquels la transition est soudaine, qui n'ont pas eu le temps de thermaliser, alors ils n'ont pas changé pendant ce temps-là. Ils n'ont pas changé, mais parce que le background a changé, ce qui était dans l'état vide n'est plus dans l'état vide. Ça revient à dire que le nombre d'occupations après l'inflation, par exemple, est très dépendant du nombre d'occupations avant l'inflation. Une manière de le dire intuitivement, c'est que ce qui fait sens, c'est l'élément d'espace de phase, en fait. C'est pas le D3X. Le D3X, évidemment, il va être dilué par l'énorme augmentation du facteur d'échelle. Mais ce qui compte, c'est D3X fois D3K. D'accord ? Et donc, le A cube que vous perdez en D3X, vous le gagnez en D3K. Et donc, vous avez bien une sensibilité au nombre d'occupations avant. Et ça peut faire vraiment une création de particules réelles. Ce n'est pas des particules virtuelles, spectrales ou fantomatiques. C'est des choses qu'on peut, a priori, observer, qui peut-être nous constituent. Une autre application directe, c'est ce qu'on appelle l'effet Unruh. Alors, l'effet Unruh, ce n'est pas exactement un espace courbe, mais c'est de l'espace plat, donc vraiment espace de Minkowski. Et dans l'espace de Minkowski, vous prenez un observateur accéléré, qui accélère avec une accélération constante égale à A. Et on peut montrer, en utilisant exactement ce type de technique que je viens d'exemplifier, on peut montrer que pour cet observateur de Rindler, eh bien, en fait, même si l'espace initial de Minkowski était vide, l'observateur uniformément accéléré, lui, ne voit pas le vide. Il voit en fait un bain thermique avec une température qui est égale à l'accélération divisée par 2π. Ça, c'est incroyable, parce que ça veut dire, au même endroit, là, dans cette pièce, quelqu'un qui est au repos dit « il n'y a pas de particules », par exemple, c'est dans le vide d'un champ donné, et un autre observateur au même endroit qui est en train d'accélérer, dit « mais si, il y a des particules ». Il voit, il mesure des particules avec une distribution fondamentalement thermique, ce qui a un sens très profond, d'ailleurs, sur le caractère thermique du vide de la théorie quantique des champs. Et ces particules sont vraies pour lui, de même que l'absence de particules est vraie pour l'autre observateur. Vous voyez, c'est des choses quand même qui sont assez déboussolantes, je trouve, par rapport au concept naïf comme ça, classique de matière, en fait. C'est des choses... Alors, on ne l'a pas observé expérimentalement, l'effet Unruh, mais personne n'en doute raisonnablement. C'est de la physique bien connue, parfaitement cohérente, et qui est essentiellement non controversée. Une des conséquences de l'effet Unruh, c'est l'effet Hawking, le fait que les trous noirs s'évaporent. Vous savez ça, que les trous noirs de petite masse s'évaporent et ont un spectre quasi-thermique, modulé par ce qu'on appelle les coefficients de Corr-Gris, qui correspondent à la probabilité de rétrodiffusion des particules dans la métrique au voisinage du trou noir, mais que ce spectre est essentiellement décrit par une température qui est égale à 1 sur 8πm. C'est-à-dire que la température d'un trou noir est inversement proportionnelle à sa masse. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que la gravité de surface est inversement proportionnelle à la masse. Puisque vous avez un terme en Gm sur R2 et que le rayon de Schwarzschild est proportionnel à M, vous voyez que le G au rayon de Schwarzschild varie en fait en 1 sur M. Et l'évaporation de Hawking des trous noirs, c'est un phénomène qui est incroyablement riche, même si on ne l'a pas observé pour les trous noirs réels, peut-être observé pour les trous noirs analogues dans des systèmes où l'équivalent des photons est joué par les phonons, mais c'est un phénomène qui est très riche du point de vue théorique. Même si aujourd'hui il se dérobe parce que les trous noirs stellaires et supermassifs sont beaucoup trop froids pour qu'on l'observe, il est, ne serait-ce que dans les contraintes d'autocohérence qu'il pose, extrêmement central en physique, et il vient fondamentalement de ce qu'on vient de voir, de ce qu'il y a une transformation de Bogoliubov à écrire entre l'observateur en chute libre, l'observateur de Lorentz qui voit vraisemblablement le vide, et l'observateur stationnaire qui est en réalité, principe d'équivalence oblige, en train d'accélérer. Donc finalement, je retrouve essentiellement, c'est un peu approximatif ce que je dis là, mais je retrouve essentiellement l'effet Unruh. Alors c'est l'effet Unruh, il y a une accélération par principe d'équivalence, et l'effet Unruh appliqué à la gravité d'un trou noir me donne en gros le spectre de Hawking. Donc vous voyez que ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que dès lors qu'on met de la courbure éventuellement complexe, on perd un choix de base particulier, et que donc même le nombre de particules, même le choix du vide, va devenir non pas arbitraire, dit pas n'importe quoi, mais va devenir éventuellement ambigu ou dépendant d'un choix, et donc relatif.
Donc c'est une nouvelle couche de relativité, qui n'est pas du tout nouvelle, parce que c'est des choses connues depuis des décennies, hein, mais qui peut-être n'a pas complètement pénétré notre vision globale du monde. Merci.